tous. Alors aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'optimisation de l'entraînement à travers une approche globalisante, dite plutôt systémique, c'est-à-dire qui prenne en compte les divers facteurs liés à la fois à l'individu lui-même et à l'environnement. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité, Hervé Gonçalves. Salut Hervé. Salut Jimmy. Alors j'ai invité Hervé parce que déjà avant tout, il est troisième darga de Krav Maga, donc il connaît notre discipline. Et il est surtout et avant tout préparateur physique. Donc je crois que tu as un BE en Acumèse, un DE-GEPS en force athlétique. Donc en gros, ta spécificité ce serait l'athlétisme en gros. Oui, athlétisme et préparation physique. Ok. Donc pourquoi est-ce que j'ai invité Hervé? C'est qu'au cours de nos discussions, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un truc intéressant à aller expliquer pour pouvoir affiner en fait notre vision, notre compréhension de l'entraînement dans un souci donc d'efficacité. Puisque c'est vrai que dans la pratique de la self-défense et du Krav Maga, ça reste quand même la préoccupation majeure hein, pour survivre. Et donc le mot efficacité est extrêmement présent. Alors, du coup, je ne sais pas, toi, comment dans ton métier, tu abordes ce terme-là. Pour toi, ça serait quoi l'efficacité? La notion d'efficacité fait en quelque sorte appel à l'optimisation de l'entraînement. Et parler d'efficacité n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Tu voudrais dire qu'on pourrait optimiser ce terme? Parfaitement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'efficacité, finalement, c'est qu'un début. En poussant l'idée un peu plus loin, on va parler d'efficience. Puis, on va parler d'effectivité. Donc, finalement, on peut dire qu'on parle des 3 E, efficacité, efficience et effectivité. D'accord. Donc, comment est-ce que tu pourrais, du coup, c'est quoi la distinction qu'on pourrait faire entre ces trois termes? Et en quoi c'est important, en fait, finalement? Parce que tu me dis que c'est pas suffisant, en quoi ça le deviendrait, pour le coup, maintenant? Si on essaie de décoder un peu l'efficacité, on va dire que c'est finalement ce qui caractérise un système ou un individu à avoir une haute performance dans une tâche définie, sans tenir compte des ressources impliquées pour ce faire. Donc, est-ce que ça serait, par exemple, parler de la technique pour la technique? Oui, c'est-à-dire que finalement, on peut obtenir une belle technique, une technique efficace visuellement, peut-être même au niveau de l'impact, mais en y mettant beaucoup trop de ressources énergétiques. Ou pas assez, peut-être, aussi, non? Ou pas assez. En tout cas, il n'est pas optimisé pour le coup, il n'est pas encore efficient. D'accord. Alors, du coup, ça serait quoi l'efficience? Alors, l'efficience, c'est pour un objectif donné, qui peut être une performance technique, hein, tout simplement. Je vais essayer d'équilibrer à la fois la technique et à la fois l'énergie physiologique que je mets pour ce faire. Je vais utiliser normalement le moins d'énergie possible pour avoir le maximum d'impact possible. Est-ce que c'est pas, par exemple, déjà ce qu'on fait quand on travaille avec un geste qui est, tu sais, sans appel, le plus relâché possible? Est-ce que déjà on n'est pas dans l'efficience quand on fait ça? Oui, c'est-à-dire que certaines disciplines, naturellement, vont vers l'efficacité et l'efficience. Mais on peut, comme je l'ai dit plus tôt, pousser l'idée encore plus loin. C'est-à-dire maintenant rentrer dans le cadre de l'effectivité. L'effectivité. Oui. D'accord. Et ce serait quoi? Alors, l'effectivité, pour le coup, maintenant, c'est ce qui va faire la différence entre ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a effectivement accompli. Cette notion est intéressante parce que on se rend compte que entre ce qu'on a voulu faire dans sa phase de préparation, il nous a manqué des éléments dont on s'est rendu compte de ce qu'on a finalement accompli. Est-ce que tu auras un exemple concret en fait d'application pour que en fait, les gens puissent comprendre comment ça s'applique ça concrètement quand tu parles d'effectivité? Oui, bon, je peux avoir un exemple qui est lié à notre milieu, c'est-à-dire au Krav Maga, mais je crois que je vais peut-être utiliser simplement des outils d'entraînement que j'ai ici et je vais peut-être donner quelques exemples. On va dire que je vais prendre 3 outils ici. On va dire simplement que ce qui va caractériser l'efficacité, dans la mesure du temps, ça va être un chrono, tout simplement, que j'ai là. Donc, je démarre
et je stoppe, et ensuite je prends la mesure et je peux le faire plusieurs fois. Alors ça, c'est la première étape. Alors, en quoi ça serait la première étape? C'est-à-dire, en quoi ça serait l'efficacité, par exemple? C'est l'efficacité parce que je vais simplement dire euh, flexion de jambe sur 1 minute. Et la personne va aller à son propre rythme, D'accord. pourvu qu'elle le fasse durant 1 minute. D'accord. Est-ce que maintenant cet exercice représente la réalité sur le terrain? Question. Donc, je vais maintenant prendre un deuxième instrument qui est également un instrument de mesure électronique. C'est quoi exactement ça? Je vais, avec cet instrument, définir un temps, mais aussi un temps de récupération, tout simplement. Donc maintenant, j'ai deux composantes. À la fois le temps de récupération et le temps de travail. Donc on va emmener le processus un peu plus loin. On va le rendre plus efficace. Donc, s'il est plus efficace, là, ça quoi? Il serait efficient à ce moment-là? Là, on commence à rentrer dans le degré dans le plan de l'efficience. Oui. Alors, et du coup, l'efficience, c'est quoi? Le coût énergétique? C'est ça? Ça veut dire que le temps de récupération, qui peut être de 30 secondes, qui ne sera pas la même chose que 5 minutes, ou 3 minutes, ou 4 minutes, je vais commencer à développer les ressources énergétiques. Et nous, par exemple, en Krav Maga, comment ça pourrait se décliner ça dans l'entraînement? Ça veut dire simplement que après plusieurs enchaînements qui sont définis, on va donner un temps de récupération qui est extrêmement court. Donc on va commencer à travailler l'endurance vitesse, ce qu'on appelle l'explosivité endurance en réalité. Tu pourras donner un, je sais pas, même si c'est pas véridique, mais voilà, comme si tu avais un plan concret à donner, à dire voilà, par exemple, là, on va faire je sais pas, un exercice de défense au couteau, par exemple, au bâton. Combien de répètes, enfin, ça se passe comment? Alors, comme je l'ai dit au préalable, on va faire un équilibre entre la technicité et les ressources énergétiques impliquées. Ça veut dire d'abord que la personne doit avoir un bon niveau technique pour pas que ce soit un facteur limitant. C'est pour ça que l'efficacité vient en premier, c'est ça? Exactement. Ensuite, pour pouvoir développer les ressources énergétiques, je vais définir quel est le temps de récupération qui va correspondre à la spécificité de l'entraînement. Ça veut dire qu'un travail explosif se fait par exemple sur 7 secondes et que je vais emmener mon niveau de récupération entre 15 et 30 secondes. Ah, d'accord. Et comme ça, je vais développer ce qu'on appelle l'endurance vitesse dans le cadre qui nous intéresse. Tu veux dire que donc pour nous, si faire de l'explosif pendant 1 ou 2 minutes sur des enchaînements, ça serait pas efficient pour le coup? Je dis qu'il convient d'analyser la discipline, à savoir qu'il est difficile de faire un travail explosif qui dépasse 7 secondes en réalité, si on le fait vraiment d'une manière intense. D'accord. Et donc l'efficience, ce serait justement prendre en compte ce temps de récupération par rapport à l'énergie mobilisée. Et c'est ça que je suis en train de dire, enfin j'essaie de dire, c'est si par exemple souvent, tu sais, parfois on s'entraîne à fond, on fait par exemple explosif, 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 c'est vrai que c'est très fatigant. Est-ce que du coup ce serait moins efficient, et donc beaucoup moins efficace, de travailler comme ça plutôt que de dire ok, je fais de l'explosif là maintenant, et derrière je travaille lentement, ou je ne fais rien, et j'attends comme tu as dit, 1 minute ou 30 secondes avant de recommencer cet enchaînement-là. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire? Oui, en fait, tu viens de définir une méthode dans l'entraînement qu'on peut appeler aussi le vite lent vite ou qu'on peut appeler récupération partielle, qui vise simplement à développer les ressources énergétiques. Dans le cadre qui nous occupe, on peut dire qu'on peut faire un travail de 7 secondes et on sait qu'il faut 3 fois plus de temps pour récupérer, pas seulement énergétiquement, mais aussi nerveusement. Et donc là, pour reproduire le même niveau d'explosivité, il faut un temps de récupération suffisant. Et dans le volume de travail total, on augmente les ressources énergétiques. Donc ça se fait évidemment sur plusieurs semaines. Tout simplement. Donc tu penses que ce serait utile pour nous en fait justement de prendre en compte cette efficience, puisqu'effectivement c'est vrai que nous on parle que d'efficacité, de gestes, de techniques, même si on a nous appris à travailler dans le relâchement, donc souvent Richard nous a dit voilà, travailler sur 10 répétitions, de faire 8 fois lentement et 2 fois extrêmement rapide ou 1 fois rapide. Bon après ça reste général ça, peut-être qu'il y a mieux que ça à faire, peut-être que ce serait je sais pas
que du lent, par exemple, à un moment donné. Puis à un moment donné, si je travaille que sur l'explosivité, alors ce serait explosif, rien, mais avec un temps spécifique. Explosif, rien. Est-ce que c'est ça? Et si c'est ça, toi, tu proposerais quoi, là, par exemple? Alors, c'est un sujet qui, normalement, devrait demander une autre épisode. Mais restons brefs. Ayant fait du sprint pendant très longtemps, je sais que pour développer la vitesse, dans un premier temps, il faut travailler lentement. Maintenant, est-ce que ce travail lent, je suis capable de le faire vite? Peut-être pas. Donc, je vais emmener ce travail que j'ai perfectionné lentement à un niveau de vitesse qui correspond à 70% de ma vitesse maximale. Faisant cela, je mesure si la technicité est encore bonne. Donc ça, c'est un début de réponse. D'accord. Alors, du coup, tu m'as parlé d'efficacité, d'efficience. Et alors, l'effectivité, du coup? Alors l'effectivité, finalement, c'est... Concrètement, quoi? Ouais, l'effectivité, c'est ce qui va hiérarchiser le tout. Par quoi je commence? Pourquoi je le fais comme ça? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une différence entre ce qu'on a voulu faire, comme je le disais tout à l'heure, et ce qu'on a accompli en réalité. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? S'entraîner dans un environnement confortable, avec une pulsation cardiaque qui est par exemple de l'ordre de 80 ou de 90, n'est pas la même chose que effectuer le même type de travail, avec le même degré de technicité, à une pulsation cardiaque qui est amenée à 175, qui va venir perturber les capacités motrices. En plus, quand tu parles de pulsation cardiaque aussi haute, en général, on parle enfin, c'est très lié aux zones de stress. Hein, je crois que au-delà de 140, dès qu'on est dans le stress, le cœur bat au-delà de 145. Non, il me semble. Hein. Oui, en fait, dans les recherches qui ont été faites sur les réponses face à un stress, on s'est aperçu que l'efficience gestuelle était entre 115 pulsations cardiaques minutes et 145. En dessous, on n'est pas optimal au niveau de l'acte moteur. Et au-dessus, les coordinations motrices fines se perdent. La concentration, c'est-à-dire les capacités cognitives sur de multiples tâches se perdent. Et il ne reste plus que l'option, on a aussi du mal à coordonner 3 muscles moteurs par exemple. Donc, il faut à la fois prendre connaissance de l'impact physiologique du stress pour savoir l'appréhender et à la fois essayer de le repousser. Tu parlais on ne peut pas solliciter 3 muscles à la fois qui seraient différents. Concrètement, si tu me donnes un exemple, si voilà, au niveau d'un bras, si je dois le contrôler, qu'est-ce que tu peux faire et tu ne peux pas faire au-delà d'un certain seuil de battement cardiaque, par exemple? Oui, d'accord. Bon, c'est attraper, c'est quoi? Oui, on sait que dans une situation de conflit, donc une situation de stress, il y a deux notions. La décision et l'acte moteur. Oublions la décision. On est dans l'acte moteur. L'acte moteur ne doit pas demander une trop grande précision. C'est-à-dire l'appréhension. Si c'est le premier geste que je dois faire, ce n'est pas forcément la bonne idée, puisque l'appréhension demande une coordination fine, une dextérité des doigts qu'il n'est presque plus possible d'avoir dans cette situation de stress. Ça ne veut pas dire que dans un deuxième temps, un troisième temps, on ne puisse pas le faire. Mais d'emblée, comme ça, face à une réaction immédiate, il est très difficile de pouvoir répondre à cela. Et ça s'explique très bien, puisqu'on sait que le stress a des impacts sur le métabolisme, sur la vision, sur l'audition. Ça me fait penser à un truc, c'est que quand on fait une technique de Krav, notamment sur les défenses couteau piqué, tu sais, on fait cette défense glissée là, et c'est vrai que enfin, en tout cas c'est ce que j'ai toujours dit, parce qu'il y en a beaucoup qui se focalisent sur le fait d'attraper, et moi je me disais, bah non, l'appréhension doit surtout pas être la priorité, puisque ça sera toujours plus facile à faire d'être en contrôle du moins du corps, plutôt que du bras, parce que même moi je suis pas assez mobile. Donc pour toi, ça a de la cohérence du coup, ça? Oui, en fait, bon, le Krav Maga et certains types de self-défense sont assez bien faits. Hein.
dans le sens où ils ont réfléchi sur la technique, ils ont éliminé des gestes qu'on ne pouvait pas faire en situation de stress. Maintenant, pour l'individu, ce qui parfois manquerait, ou ce qu'on peut optimiser, c'est comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est ne pas oublier que la fréquence cardiaque à laquelle on travaille avec son partenaire, connu, dans un milieu connu, euh, avec une technique qu'on essaye de parfaire, ne sera pas tout à fait la même en situation d'examen ou de conflit potentiel et qu'il faut peut-être en tenir compte dans chacun, autant le pédagogue que le pratiquant. Du coup, en fait, que tu parlais du fait qu'à partir d'un certain nombre de pulsations cardiaques, genre 145 ou 75, je sais plus, 175, tu dis que la motricité fine disparaît. Est-ce que ça expliquerait, par exemple, que on puisse voir des bagarres où les mecs font toujours la même chose, hein, mettent le même coup, c'est que finalement qu'on voit pas d'enchaînement. Bon, peut-être après ils font pas de sport de combat, mais est-ce que si on fait des sports de combat, est-ce que toi t'en penses quoi? Oui, tout à fait. Donc, face à un phénomène de stress, il y a ce qu'on appelle l'effet boucle. En fait, c'est que on répète plusieurs fois le même mouvement qui est souvent un mouvement grossier. Et je fais la différence entre une coordination fine, une coordination complexe et une coordination grossière. Cette coordination grossière qui emmène les gros muscles en fait à agir, souvent se font en répétition et en boucle, comme si on était focalisé sur un élément précis. Et ça s'explique très bien, puisqu'on a ensuite une vision en entonnoir. On est focalisé sur la menace, oubliant qu'il peut y en avoir d'autres sur le côté. Donc prendre en compte ça, ce serait donc parler d'effectivité. Prendre en compte ça serait parler d'effectivité, puisque c'est sous ce spectre qu'on va implémenter la technique, qu'on va implémenter l'exercice avec des ressources énergétiques à développer, et qu'on va implémenter aussi tout simplement la stratégie de l'entraînement. Donc du coup, est-ce que du coup on pourrait parler d'une pyramide de l'optimisation? Alors je dis ça parce que tout à l'heure tu m'as fait un dessin sympa, je vais le montrer. Et comment est-ce que tu peux expliquer cette pyramide? Parce que du coup c'est un peu... alors je vais le montrer un peu plus, plus proche. Je vais le montrer à l'écran. C'est une pyramide qui est intéressante pour son effet visuel, puisqu'on voit qu'à sa base, on a l'efficacité, donc là où se retrouve 90% de l'approche dans différents domaines. Puis on a parlé d'efficience et finalement on a parlé de l'effectivité, mais en réalité, dans la notion de survie, puisque notre discipline est une notion de survie appliquée au combat, la notion de survie, il faudrait tout d'abord parler de l'effectivité et les mettre comme base de travail. Comme base de travail. Et donc, je crois qu'on se rejoint un peu sur des gens qui s'intéressent à tout ce qui est lié à la notion de survie, peu importe dans quel domaine. Tout à fait, c'est vrai, parce que du coup, j'avais fait une vidéo avec Eleanor Corroy sur la survie, et elle m'expliquait effectivement que il y avait un gars qui s'appelle Wiseman qui a créé sa propre pyramide, expliquant en fait que la base de cette pyramide était l'attitude, l'envie de vivre, et que s'il n'y avait pas ça, ça servait à rien. Hein. Alors après, il plaçait au-dessus de ça les connaissances pour survivre, les capacités physiques, et en dernier le matériel. Là où les gens, en fait, la première chose auquel ils pensent, c'est au matériel. Disant qu'en fait, en gros, leur base, si on montrait en fait cette pyramide, ça serait le matériel ici pour les gens. Et l'idée des moniteurs de survie, ça serait d'inverser cette pyramide pour leur dire hey, intéresse-toi à ce qui est le plus important, parce que là, tu peux crever. D'abord, intéresse-toi à l'attitude. Oui. C'est intéressant de voir un peu comment ça peut se... Donc du coup, c'est cette pyramide-là, il faudrait en fait l'inverser, c'est ça? Ça, c'est ce qui se passe. Il faudrait non seulement l'inverser, mais prendre en compte dans le début de la pratique, quand c'est possible, cette notion d'effectivité à travers son approche technique et à travers son approche pédagogique. D'accord. Voilà. Sachant qu'il faut passer quand même par les trois phases. Alors, quel lien tu fais avec la loi Pareto, du coup? La loi de Pareto est un principe que j'utilise, mais que beaucoup d'ingénieurs aussi utilisent, qui dit que sur 100 choses effectuées, 20% des actions permettent 80% des résultats. Alors concrètement, ça pourrait vouloir dire quoi? Ça pourrait vouloir dire que si, face à
un stress, qui peut être un conflit potentiel, face à une action donnée de mon opposant, sur 10 répertoires techniques que j'ai apprises, il faudrait sans doute réduire la réponse à 2 potentiellement. Parce que ça va conditionner le temps de réaction, donc le temps de décision également. Puisqu'on applique déjà plus ou moins dans la self-défense et notamment dans le Krav Maga. C'est ça. On réduit, on dit toujours que la première réponse est la plus importante. Parce qu'on réduit en fait le spectre de réponses possibles. Et on essaie de chercher les 20% de réponses qui vont être les plus importants pour 80% des jeux d'opposition. Ouais. Donc tu as des exemples concrets en fait avec des élèves que tu as soit en personal training ou soit au Krav? Oui, j'ai des exemples concrets qui sont pas ma création, c'est des exemples que j'ai vus auprès d'autres instructeurs, que j'ai vus auprès des stages, que j'ai maturé par notre instructeur à tous, Richard Doudouyeb. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on met 2 personnes face à face, on leur demande de fermer les yeux. Donc ça, c'est un exemple que j'ai vu dans un stage. On donne un signal extérieur et on leur demande de passer à l'offensive. On le répète 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. D'ailleurs, d'abord, il y a la peur de se prendre un coup parce qu'on a les yeux fermés et il faut réagir tout de suite face à l'opposition. Puis on remarque qu'il ne reste plus qu'une technique à la fin, c'est qu'en fait, on fait 2 choses en une. À la fois, on efface son corps et à la fois, on donne un coup. Parce qu'on sait très bien que l'autre en face va répondre. Là, on commence à rentrer dans le domaine de l'effectivité. Donc, ouais. Du coup tu sais, pour conclure un petit peu cette vidéo, quelles seraient les solutions qu'on pourrait apporter en fait, pour justement être dans ce travail d'efficacité, d'efficience et d'effectivité? Enfin, brièvement, qu'est-ce que seraient ces solutions-là? S'il y a une chose à retenir en conclusion, c'est que le pratiquant, l'individu ou le pédagogue réfléchisse sur la réalité du terrain, le pourquoi de cette action, le pourquoi de cette technique, dans son approche finale. Et, par conséquent, essayer dans la phase préparatoire de permettre à l'individu de reconnaître les éléments qui vont venir perturber sa technique. Et dans notre cas, ça va être le stress. De le reconnaître physiologiquement, de l'appréhender. Et donc pour ça, il faudrait, j'imagine, travailler à différentes pulsations cardiaques. Par exemple, travailler en haute pulsation cardiaque pour voir ce que ça donne. En faisant, je sais pas, plein de pompes avant, un truc comme ça. Et puis des fois, travailler lentement, c'est ça que tu veux dire? Par exemple, il y a différentes approches qui sont connues. On peut faire monter le rythme cardiaque. Si on parle d'une approche un peu plus pertinent, on sait que la dextérité du doigt, on peut le reproduire. La baisse de dextérité, on peut le reproduire en mettant sa main dans un bain de glaçons. Et ensuite demander un acte qui va demander une dextérité. C'est une manière de dire, tiens, il se passe ça finalement, mais peut-être que je ne pourrai plus faire ça, mais qu'il va falloir que je fasse que ça. Ça me rappelle, tu sais, qu'il y a 15 ans, je m'entraînais comme ça, je m'entraînais dans le froid. Il faisait -5, -6 dehors, j'avais les mains nues et c'était terrible parce que déjà je pouvais pas attraper, puis on avait des gros blousons donc c'était encore plus compliqué. C'était très intéressant comme expérience. Donc c'est une manière d'appréhender physiquement l'impact du stress, mais il y a d'autres outils naturellement. Bien sûr. Ok, bah écoute, en tout cas je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo et puis on tâchera d'y répondre. Merci Hervé pour cette petite interview. Merci à toi Jimmy de m'avoir fait cet honneur de parler un petit peu de mes propres recherches en quelque sorte. C'est un plaisir en tout cas. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.